Bonjour à toutes et à tous. Alors que je cherchais à retrouver en ligne un document dont je parlerai plus tard, concernant l'accident du vol AF447, voilà que je tombe sur celui-ci. Comme pour l'argumentation du modèle de Reason, nous ne savons pas qui a rédigé cet exposé. En revanche, nous nous apercevons dès le titre que c'est impitoyablement à charge. En effet, on annonce une gravité sous-estimée, et donc sous-entendu négligée, de sondes anémométriques. Le titre comporte déjà une tentative de manipulation. En effet, on se veut accusateur d'une défaillance que l'on s'empresse d'assimiler avec un défaut de fonctionnement. Or, ce n'est pas du tout la même chose, puisqu'il y a deux termes différents qui signifient deux réalités bien différentes. Dans le cas présent, une défaillance serait une incapacité du dispositif à fonctionner par lui-même. Coupure électrique, rupture de connectique, défaillance du capteur, ici j'utilise sciemment le terme, problème structurel par exemple à cause d'une malfaçon, empêchant son fonctionnement correct. Le défaut de fonctionnement est tout autre. Un élément extérieur empêche le dispositif de fonctionner correctement, le dispositif lui-même étant parfaitement structurellement opérationnel et fonctionnel, ce que ce document se garde bien de mentionner dès le départ. Il n'est pas ici question de jouer sur les mots, mais de rétablir deux nuances bien distinctes. Et dans le cas qui nous occupe, les trois sondes Pitot ont été mises en défaut par un phénomène météorologique extérieur, ce que tout le monde sait maintenant et admet par force d'évidence, puisqu'elles se sont remises en service au bout de 2 minutes, en accord avec les données constructeurs. Voilà pour cette première petite mise au point. La page 2 annonce une montée progressive des pannes au fil du temps. Soit, des rapports ont été assurément rédigés et transmis, cela ne fait aucun doute, sinon les statistiques n'auraient jamais été établies. Question. À qui ont-ils été remis et des suites ont-elles été données? Le paragraphe ne le dit pas. En revanche, on découvre 17 incidents d'un seul coup en 2008. Le document que je cherchais au départ en ligne est présenté dans deux documentaires, mais avec non seulement des chiffres inférieurs, mais différents. La première fois que j'ai vu ce document, et dans cette vidéo particulièrement réussie, objective, c'est la plus complète et la plus pertinente que j'ai pu visionner, et Dieu sait si j'en ai vu défiler, qui présente ici 16 cas de givrage sur une année. Dans celle-ci, on parle de 9 cas, simplement, sur la même année, 2008-2009. D'accord, mais sur combien d'avions? Si c'est sur 16 avions qui volent en un an, d'accord, ça fait du 100%, c'est particulièrement préoccupant et grave. Mais en réalité, c'est pas 17 avions qui volent en un an. Sur cette page-là, qui tombe fort à propos puisqu'elle parle du 30 septembre 2009, on apprend la quantité d'avions disponibles, le nombre de voyages, le nombre de passagers, etc. Et de quoi s'aperçoit-on? On y découvre 1800 vols quotidiens pour la seule compagnie d'Air France en 2009. Alors là, on ne sait pas si KLM est associé, mais on se base que sur Air France. 1800 vols quotidiens, est-ce que vous vous rendez compte? Alors vous allez me dire, ce ne sont pas tous des longs courriers à 35 000 pieds d'altitude, par des conditions de givrage possibles, etc. Mais ça ne reste pas moins un problème de givrage de sonde. Et chers amis, 1800 vols multipliés par 365, nous sommes à 657 000 vols par an pour l'année 2008-2009. Donc je veux bien qu'on fasse du catastrophisme en présentant 17 givrages de sonde en un an, mais il faudrait peut-être savoir quel pourcentage cela représente sur 657 000 vols. Je vous laisserai calculer. Ces chiffres sont présentés pour faire peur et cautionner le discours alarmiste. Et ce pour 4 raisons. La première est que jamais aucun avion n'est tombé pour cela. La seconde est qu'aucun chiffre d'aucune autre compagnie n'est présenté pour évaluer la quantité réelle d'incidents sur d'autres appareils qu'Air France avec les mêmes sondes. La troisième serait de savoir dans quelles conditions météorologiques ces mises en défaut ont été déclarées. Et enfin, le pourcentage de ces incidents est-il significatif par rapport à la quantité de vols accomplis? Donc, je vous laisse estimer non seulement la gravité du phénomène qui est reconnu comme panne mineure et sans conséquence sur le contrôle de l'avion, mais, et sans vouloir rien minimiser, je vous laisse calculer le pourcentage que représente 17 au plus haut sur 657 000. Je vous rappelle que nous parlons que de givrage de sonde et seulement de cela. La page 3 annonce que les sondes Pitot n'étaient pas certifiées pour accompagner l'avion dans son domaine de vol complet. C'est consternant. Vous imaginez un constructeur automobile qui vous dira ceci: je vous vends une voiture qui roule à 250, mais le compteur s'arrêtera à 230.
Sans rire, vous y croyez? D'autant que le plafond de l'A330, et donc son domaine de vol maximal, est donné pour être atteint à 41 100 pieds. Question: pourquoi et surtout comment des sondes qui captent l'air ambiant à sa vitesse de défilement cesseraient de fonctionner? À 37 800 pieds par exemple. Je vous laisse donc juger de la véracité de l'affirmation sur le domaine de vol et l'information des pilotes. Au passage, des sondes pitot n'ont jamais été un instrument vital, pas plus que le compteur de vitesse de votre voiture. Il ne vous en fait pas perdre le contrôle en cas de non-fonctionnement. Le graphique d'Airbus montre un blocage des sondes à partir de moins 55 degrés. On y découvre qu'elles ont subi moins 42 ou moins 43 degrés durant ce vol. Toutefois, je m'interroge sur l'intégrité de ce document. Il est écrit en anglais, sauf dans le titre, qui paraît nettement en surimpression, beaucoup plus net que les autres inscriptions. De plus, il mentionne le domaine, alors que le graphique ne fait état que de températures sans lien avec l'altitude, et pour cause, elles peuvent varier selon les saisons. Il est en réalité intitulé Icing Environment, ce que tout le monde aura compris. Sur la page 4, comme sur les autres pages, un ton péremptoire affirme impérieusement que les sondes pitot ne peuvent pas être testées correctement dans les souffleries et au-delà de moins 35 degrés, alors que le graphique précédent les présente inutilisables à moins 55. Ici, on parle de tolérance maximale à la saturation par cristaux de glace. Et si les sondes ne répondent plus, entièrement bouchées à max 0,5, qu'attendre ou espérer à max 0,85 ? Rien d'autre que de prévoir cette saturation comme possible, voire certaine, selon l'intensité des précipitations que l'on traverse. Et c'est exactement ce qu'il s'est produit. Quant à l'impossibilité de les tester en soufflerie, il suffit de les installer sur des appareils à titre de test en conditions réelles de vol, ce que le constructeur ne manque sûrement pas de faire. L'encadré rouge de la page 5 indique simplement que les sondes Thales sont plus sensibles que les Goodrich dans des environnements difficiles. Le titre est donc encore douteux puisqu'aucune précision sur les facteurs perturbants n'est donnée. Pour rappel, celles de la F447 sont restées bouchées 2 minutes et en accord avec les tests effectués en conditions très sévères annoncés par Airbus. La page 6 a l'avantage de présenter en détail comment une sonde peut être saturée par des cristaux de glace. On se rend vite compte de la complexité du dispositif et que l'on est confronté à plusieurs paramètres, à commencer par les cristaux eux-mêmes qui rendent sa conception et son fonctionnement particulièrement délicats. L'article incrimine un piège à eau, ce qui n'a l'avantage que de le faire connaître. Cet article m'amène 2 réflexions. La première est qu'à l'impossible nul n'est tenu. Et qu'en découvrant les trésors d'ingénierie développés pour un si petit instrument destiné à affronter les pires aléas climatiques, instrument qui sert à capter de l'air à sa vitesse de défilement, des acharnés vont aller jusqu'à faire 3 procès à un avionneur parce qu'il n'est pas parvenu à empêcher qu'un tuyau qui peut se remplir par tout ce qu'il rencontre se bouche. Lequel instrument, si je devais encore une fois le répéter, n'a jamais mis aucun appareil en péril en cas de son dysfonctionnement? Je vous laisse apprécier. Les pages 8 à 11 accusent les sondes de corrosion. Soit. L'histoire ne dit pas si les sondes qui ont été trouvées dans un tel état de dégradation fonctionnaient encore normalement ou non. Celles de la F447 n'en ont pas moins fonctionné correctement. La page 12 relance dans l'accusation tellement forcée qu'elle en est ridicule. Les pilotes ne savaient pas que les sondes pitot étaient sensibles aux cristaux. Donc, ils savaient qu'elles étaient sensibles à autre chose. Le piège à eau à bon dos a supposé qu'ils aient eu connaissance en détail de la constitution des sondes. Ils ne savaient pas qu'ils auraient la possibilité de traverser des zones de cristaux de glace au cours du vol. Alors là, on est en très haute altitude de bonne foi. Non seulement ils avaient le radar météo normalement activé, ou en tout cas à disposition. De nuit, il est recommandé de le consulter. Mais en plus, que sous-entend cette excuse impensable? Qu'il fallait les prévenir avant? Et pourquoi donc? Ils n'auraient pas accepté de voler s'ils avaient été prévenus? À moins 43 degrés et une averse de grêle, à quoi devaient-ils s'attendre, à part un givrage de sondes, depuis plus de 100 ans qu'elles sont en activité dans l'aéronautique? Le domaine des sondes est un argument non recevable, comme évoqué plus haut. Si les tubes faisaient 1 mètre de diamètre, sous prétexte de pouvoir fonctionner à Mach 3, ils ramasseront toujours potentiellement de quoi les remplir et les mettre en défaut. Et à ce propos, je vous laisse découvrir les sondes du Concorde qui ressemblent étrangement à celles des Airbus. Voilà, chers amis, à quoi ressemblent les sondes qui étaient sur le Concorde. Et là, vous trouverez dans les images de sondes pitot Thales Airbus tout un tas de sondes qui ressemblent étrangement. Donc vous pourrez constater et comparer à loisir que les sondes, qu'elles soient Goodrich ou Thales, elles fonctionnent et elles ressemblent très étrangement à celles du Concorde. La page 14 est du falbala. De la page 15 à la page 21, réquisitoire du procureur général.
On veut absolument nous faire croire qu'une mise en défaut de l'indicateur de vitesse est un incident grave, mettant en péril l'avion et déstabilisant pour l'équipage, alors que c'est une panne mineure qui ne remet absolument pas en question la maîtrise d'un appareil. C'est bien pour cela qu'existent des formations dispensées pour apprendre à piloter sans. Et je vous garantis que les pilotes privés n'ont pas besoin de formation pour comprendre qu'ils doivent conserver leur avion en palier et en régime moteur stable pour continuer à voler. De la propagande pour absolument vouloir faire passer un incident mineur pour un danger à éliminer à tout prix. Ce qui de toute façon est et sera impossible tant que les sondes dynamiques resteront ce qu'elles sont, des tubes creux, comme toute cette harangue. La page 23 avoue qu'elle ne sait rien. La page 24 nous apprend que tant qu'une sonde fonctionne, et donc correctement, c'est-à-dire qu'elle est susceptible d'être bouchée par des éléments extérieurs, quelle que soit leur nature, et qu'hormis une panne intrinsèque, il n'y a aucune raison de la remplacer. Franchement, on ne l'aurait pas deviné tout seul. La page 25 donne un coup d'épée dans l'eau, en parlant de sondes corrodées et omettant soigneusement de préciser que cela peut parfaitement ne pas les gêner de fonctionner correctement. Et bouquet final sur la page 26. On ignore, on ne connaît pas, et on ne prouve rien. 26 pages d'inquisition pour dire ça. Mais le drame, mesdames et messieurs, c'est qu'il y a des gens qui resteront persuadés, même au péril de leur vie, que les sondes Pitot du vol F447 sont responsables d'avoir fait tomber l'avion. Ce ne sera pas faute d'avoir tenté de l'expliquer. Cette vidéo est terminée, merci de l'avoir suivie.